Très bien, donc bonjour à tout le monde. Merci aussi aux organisateurs pour cette invitation. Donc moi, j'ai bien suivi les consignes, donc j'ai un PowerPoint, tout ça, un bon élève. Donc je partage mon écran. Ok, c'est parti. Donc, pour la présentation brève et courte de qui je suis, donc je suis chercheur au laboratoire PACT, je suis professeur en urbanisme et aménagement et je travaille sur les questions de développement économique des territoires. Et au regard du contexte actuel, je m'intéresse plus particulièrement à la capacité de résilience, de résistance de ces territoires face aux chocs. Donc, c'est sur ce sujet-là que je vous propose aujourd'hui d'intervenir. Donc, nous avons une trame commune qui a été demandée à l'ensemble des intervenants du séminaire. Donc, on a 5 points à traiter en 20 minutes. Donc, j'ai suivi ce plan et je propose tout de suite de commencer par donc, une mise en contexte, une sorte d'actualité de ma présentation. Donc, cette mise en contexte par rapport évidemment à la crise sanitaire et à la question des villes et des métropoles, elle est très forte. Enfin, ce lien est très fort car les villes sont depuis le début de la crise comme des épicentres finalement du virus et puis de ses conséquences aujourd'hui que l'on peine à mesurer, mais quand même que l'on voit pointer très fortement ses conséquences économiques et sociales. Donc, ce sont des épicentres. Alors, on a parlé de la densité, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le seul facteur, évidemment, de propagation du virus, mais quand même, il y a une problématique densité. Il y a de très fortes critiques aussi et remises en cause de la métropolisation, dans le sens où, j'y reviendrai, mais c'est très clairement la facette spatiale de la globalisation qui est l'une des raisons, évidemment, de cette crise sanitaire. Il y a toutes les questions que nous vivons, de confinement, de couvre-feu, qui fait que tout ce qui, jusque-là, quelque part, garantissait une forme d'aménité, d'agrément, d'attractivité des grandes villes est aujourd'hui stoppé. On a donc beaucoup d'articles, encore un dans le Monde aujourd'hui, très, très bien écrit par Florence Aubenas sur l'exode urbain, sur ce phénomène donc, de télétravail qui permettrait enfin aux urbains de quitter la ville pour se réfugier dans les campagnes. Donc voilà, et puis on a tout ce qui tourne aussi sur le creuset des inégalités sociales, les fractures spatiales qui avaient déjà été très fortement mises en avant lors de la crise des Gilets jaunes. Le deuxième point qui nous est demandé, c'est de faire un zoom sur les enjeux du débat scientifique en lien évidemment avec le sujet. Donc, très clairement, de mon point de vue, depuis ma discipline et mes thèmes de recherche, l'un des enjeux scientifiques, c'est lié à la territorialisation de cette crise économique. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis le début de la pandémie, le territoire est présent. La mise en contexte spatial est très présente, ne serait-ce que par rapport aux cartes que l'on peut trouver tous les jours sur Internet, nous montrant comment le virus se propage, les départements qui seront peut-être concernés par un confinement partiel, etc. Donc, il y a vraiment une très forte spatialisation. Et puis, de façon un peu plus stratégique, politique, il y a vraiment une prise de conscience, un espèce d'état de choc collectif sur alors, des éléments comme la perte de souveraineté économique, un besoin de résilience, et puis aussi évidemment des choses qui sont liées à tout ce que l'on peut lire et entendre sur le monde d'après, sur cette volonté de changer de modèle. Et là, on voit en effet le local apparaître comme une piste de solution, y compris dans les écrits de nos grands philosophes français. Donc vraiment une place du territoire qui est centrale depuis le début de la crise sur les questions, y compris donc économiques, puisque c'est le sujet du séminaire. Alors, la présentation de la recherche que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est un travail sur la résilience économique des territoires qui a été fait dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle POPSU, qui est fait avec le ministère de la Transition écologique
et la métropole de Grenoble. Et notamment, pour les slides suivantes, je m'appuie sur des résultats d'un article qui sera bientôt publié et que j'ai coécrit avec Yatina Calixte, qui est doctorante, jeune doctorante au laboratoire PACT. Alors, je m'intéresse donc à la résilience économique des territoires. Ce mot de résilience est très utilisé, encore plus depuis le début de la pandémie. C'est vrai en France, mais c'est vrai au niveau international. Hein, hommes politiques, la reine d'Angleterre, je me souviens, en avait fait un des thèmes centraux de sa première élocution. Donc, vraiment quelque chose voilà, qui s'est largement propagé dans le vocabulaire qui accompagne la crise, au point d'être du coup très critiqué, puisqu'on l'utilise un peu dans tous les sens. Néanmoins, moi, je continue de trouver, pour mes recherches, que c'est un terme qui est intéressant parce qu'il est compliqué. Finalement, ce qui en fait ses critiques, en fait aussi ses qualités, c'est un concept qui est polysémique, qui veut dire donc plusieurs choses en même temps. Et je trouve que c'est intéressant parce que ce que nous vivons, en tout cas d'un point de vue territorial, c'est en effet quelque chose de très complexe, très difficile à analyser, où plusieurs facteurs jouent. Alors, je ne pourrais pas tout présenter aujourd'hui, mais j'ai essayé justement de rendre compte un peu de ces complexités. Donc, pour moi, la résilience, hein, c'est cette capacité d'un système à faire face à un choc qui se passe maintenant, ou un choc aussi à venir, parce que, par exemple, dans le cas des villes en transition, la résilience est un concept central, mais qui vise à nous prémunir, notamment de la fin du peak oil, hein, du pic pétrolier. Donc, vous voyez, il y a aussi cette idée d'anticiper dès aujourd'hui des changements de façon à être mieux résistant demain. Donc, j'aime bien aussi ce rapport temps court, temps long. Et puis, ce qui me plaît aussi dans ce concept, c'est qu'il fait référence à un système. Et les territoires, ce ne sont pas évidemment des entités fixes avec des frontières administratives comme peut-être vous pouvez l'imaginer, mais les territoires sont des systèmes, ce sont des systèmes de flux, ce sont des systèmes d'acteurs, ce sont des systèmes complexes. Et c'est ça aussi que je trouve assez juste dans cette définition. Pour finir, ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand on prend le mot de résilience par rapport, par exemple, à celui de transition ou de transformation, c'est qu'il admet plusieurs chemins de changement. Il y a une résilience qui est dite absorbative, parce que l'on peut être résistant face à un choc et mieux absorber finalement la crise. Il y a une résilience qui est dite adaptative, donc on va s'adapter sans forcément changer radicalement de modèle, mais il y a aussi cette forme beaucoup plus exigeante de changement qui est la transformation, donc le changement en effet profond de nos modèles. Donc habituellement, cette idée de 3 résiliences, elle est vue, elle est analysée, elle est même dessinée dans des graphiques comme 3 paliers, si vous voulez, 3 marches qui varient en fonction de l'intensité de la crise et de la durée de la crise. C'est-à-dire que plus l'intensité est forte et plus la durée de la crise est étendue et longue, et plus on va vers une résilience transformative. Quand on travaille sur les territoires, ces 3 formes de résilience cohabitent et se jouent en même temps. Et aussi, ça, j'aime bien le fait de pouvoir, avec un mot, appréhender à la fois voilà, notre capacité à résister, à dire aussi peut-être, à affirmer les choses auxquelles on tient, auxquelles on croit et que l'on veut aussi garder, et puis évidemment envisager les changements. Donc, ce travail, il est basé non pas sur la crise de 2020, parce que nous n'avons pas les données, j'y reviendrai plus tard. C'est l'une des difficultés quand on travaille sur les questions territoriales, c'est qu'il nous faut des données spatialisées et c'est des données plus complexes à obtenir, donc on n'a pas les données spatiales. Mais moi, je trouve qu'on peut tirer des enseignements de la crise de 2008, même si elle est très différente, et c'est là-dessus que je vais insister. Donc, on a travaillé sur ce que vous voyez ici et qu'on appelle un cycle de résilience. Hein, donc, on identifie plusieurs moments du choc, de la crise, de la récession après le choc, et puis des périodes d'expansion, de récupération, jusqu'à ce qu'une nouvelle crise se présente. Donc, on peut mesurer l'impact du choc, la temporalité pour arriver à rebondir, à récupérer. Donc, voilà. Donc, on a, si vous voulez, une combinaison entre des variations de perte d'emploi ou de revenus
et des temporalités pour justement retrouver finalement un chemin de retour à une croissance des emplois. Donc, on a travaillé sur les données donc sur 10 années, sur les données les plus récentes que l'on a, sur les intercommunalités françaises et sur les métropoles. Et l'une des grandes questions de la crise de 2008, mais qui est aussi l'une des grandes questions de la crise de la Covid sur les questions territoriales, c'est le rapport centre-périphérie. C'est la capacité des métropoles à rebondir, à faire face à la crise, au regard de périphéries qui, elles, seraient plus pénalisées, ou inversement, avec la Covid, des villes qui seraient particulièrement touchées et impactées avec, au contraire, donc, un renouveau des villes moyennes, des villes rurales, voilà. Mais on a toujours un peu cette lecture, moi que je n'aime pas trop, mais enfin cette lecture un peu binaire de savoir, en gros, qui gagne entre les centres et les périphéries. Donc là, très clairement, en 2008, ce que montre ce graphique, c'est qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop tôt. C'est-à-dire que la résilience est un phénomène qui s'observe et qui s'analyse sur un temps long. Et vous voyez qu'en début de crise, les métropoles sont bien plus impactées que les autres intercommunalités, puis elles vont rebondir rapidement et surtout connaître une expansion après-crise, une dynamique de reprise qui va être beaucoup plus marquée. Néanmoins, comme toujours avec les territoires, on a énormément de disparités territoriales. Ça, c'est un graphique qui montre la typologie de résilience des métropoles françaises. On en a 15. Alors, nos métropoles peuvent être aussi des villes moyennes, en réalité, mais c'est un statut administratif, institutionnel. Mais vous voyez qu'on a des métropoles qui s'en sont très bien sorties, plutôt en vert, et des métropoles qui ont été fortement pénalisées et qui finalement ont mis beaucoup de temps à retrouver leur niveau d'emploi, ce qui était le cas de Saint-Étienne, de Metz et, vous voyez, dans une moindre mesure, Grenoble. Cette même typologie nous montre, là encore, qu'on a des intercommunalités très résilientes, d'autres qui le sont moins, d'autres qui ont été très fortement pénalisées et qui ont encore, c'est-à-dire au moment même où la crise de la Covid frappe socialement et économiquement le territoire, certains territoires n'ont pas encore retrouvé, réussi à absorber finalement le choc économique de 2008 qui avait été un choc majeur, le plus fort depuis la Seconde Guerre mondiale pour l'Europe quand même. Donc, vous voyez cette carte avec ces territoires en rouge qui sont plutôt dans le nord et le nord-est de la France, qui sont des territoires donc très fortement impactés par la crise économique. Ce graphique, il est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que l'on a cherché à montrer ici, c'est justement de voir quels étaient les effets métropolitains et les effets régionaux, parce qu'en réalité, il y a une combinaison des deux. Donc la lecture qui consiste à dire les métropoles sont résistantes ou inversement, elles ne le sont pas, et les autres intercommunalités se débrouillent mieux, c'est une partie de la réponse. Il y a en effet un effet métropolitain, je vais y revenir, mais il y a aussi beaucoup d'effets structurels régionaux. Vous avez des régions qui ont très bien résisté à la crise, et c'est vrai que l'on soit une métropole, une petite ville, une ville moyenne, etc. Donc, ce que montrent ces graphiques, le premier est assez simple. Donc, le premier, on a décomposé en 3 périodes. C'est en gros comment réagissent les métropoles et comment réagissent les autres intercommunalités, comment réagissent les métropoles et les intercos. Et quand c'est négatif, ça veut dire que les métropoles sont plus touchées, sont plus impactées que les EPCI. Donc, on retrouve bien cette idée qu'en début de période, en rouge, les métropoles sont plus impactées que les autres EPCI de leur région, mais vous voyez qu'il y a de très grandes différences d'une région à l'autre. En milieu de période, les choses reconvergent, c'est-à-dire on a vraiment quelque chose d'assez proche entre métropole et interco. Et puis par contre, sur toute la période de reprise, de relance économique, très clairement, les métropoles créent la différence et selon les régions, là encore de façon plus ou moins marquée, tirent cette dynamique économique. Le deuxième graphique, il montre qu'il y a des effets structurels régionaux, là aussi très forts au moment du choc, c'est-à-dire que quand les territoires sont en crise au sein d'une région, c'est vrai pour tous les territoires de la région. Et par contre, petit à petit, avec la relance, ces écarts vont se résorber, voire même,
il va rester des territoires plutôt non métropolitains, très fortement impactés par la crise, même encore 10 ans après. Alors, j'attends votre regard au moins sur la troisième. Vous voyez que dans un dégradé de jaune ici, vous avez donc l'ensemble des intercommunalités qui, en 2017, n'ont toujours pas récupéré leur niveau d'emploi de 2007. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre, qu'ils sont localisés, ils ont une géographie très spécifique, que l'on connaît bien en analyse territoriale, qui est une géographie partiellement rurale. On a une partie de la diagonale aride, mais qui est aussi une géographie de territoire, de tradition industrielle, socialement, économiquement très impactée. Donc là, s'il devait y avoir une politique territoriale de soutien ou de vigilance envers des territoires déjà affaiblis au démarrage de la crise du Covid, moi, je serais décideur, je ferais très attention à ces territoires-là, qui socialement sont aussi des territoires, on le sait, en forte difficulté. Donc au final, les leçons que l'on peut tirer de cette analyse finalement passée pour notre situation présente, bon, c'est déjà, alors ça j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'en 2008 comme aujourd'hui, la crise impacte les pays européens de façon différenciée. La crise de 2008 a très fortement touché l'Europe du Sud. La France, pour partie aussi, a quand même été bien touchée. C'est encore un petit peu le cas, en tout cas pour l'Espagne et l'Italie, qui sont en forte difficulté économique. Mais là encore, c'est peut-être un peu trop tôt, mais il y a ce côté européen. Et puis moi, des choses sur lesquelles je travaille plus, c'est les inégalités, c'est les conséquences infranationales. Donc, il y a des effets structurels régionaux et il y en aura aussi avec la Covid. Il y a des secteurs plus touchés que d'autres, le commerce, le tourisme, les services marchands. Cependant, alors on pourrait se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ce n'est pas du tout sûr. Ce sont des secteurs qui sont extrêmement bien répartis dans le territoire. La France est un territoire touristique, il y a du tourisme, donc beaucoup de territoires urbains, ruraux, etc. Donc ça veut dire que la régionalisation du choc risque d'être moins marquée qu'en 2008, car risque d'être plus diffuse, mais du coup d'impacter aussi plus de monde quelque part. Autre chose aussi, il y a ce qu'on appelle l'économie résidentielle et touristique. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez à peu près de quoi on peut parler quand on prend cette dénomination-là, qui a joué un rôle d'amortisseur majeur en 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, ce qui a tenu l'économie, c'est la consommation des ménages. Évidemment, cette fois, on est beaucoup plus vulnérable sur ce facteur-là d'amortisseur de crise. Et donc, c'est une forte inquiétude spatiale, parce que c'est aussi une économie qui est là dans des territoires où il n'y a pas d'autres ressorts économiques, et sociale, car ce sont des secteurs qui emploient énormément de personnel, souvent peu qualifié, beaucoup de femmes également, et là, on a sans doute une précarisation à venir de publics qui sont déjà dans des situations souvent vulnérables. Au niveau des fractures, je l'ai dit, métropole-périphérie. Là, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on dit beaucoup de choses en ce moment sur le déclin des villes. Les métropoles sont toujours, quelles que soient les crises, j'aurais pu faire la même analyse avec les données de 93, on aurait eu les mêmes résultats. Les métropoles sont toujours très fortement sensibles et exposées au choc en début de crise. Et puis elles rebondissent parce qu'elles ont des facteurs compositionnels, comme on dit, collectifs, etc., qui les fait gagner en résilience. Donc la vigilance, je l'ai dit avant, et c'est sur ces régions qui, en 2020, étaient toujours en retard par rapport à la crise de 2008 et qui sont frappées par le Covid en même temps. Donc ça, c'est si la lecture de 2008, on la reporte à ce qui se passera ou ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Mais il y a de forts changements, évidemment, c'est pour ça que je dis à moins que on prenne au sérieux cette histoire d'effondrement des grandes villes, et plus spécifiquement même, si l'on veut, de Paris et sa région, ce fameux exode urbain dont on nous parle donc énormément dans la presse grand public. Donc un exode urbain qui, moi, de mon point de vue, en regardant les quelques données immobilières, etc., me paraît plus un exode francilien qu'une vraie crise urbaine, mais bon, vous voyez l'idée, j'imagine que vous avez déjà
entendu des émissions, lu des papiers, etc. Sur le sujet. Alors, ce ne sont pas des papiers scientifiques parce qu'on n'a pas les données, ce sont plus des papiers, alors soit de positionnement militant, soit de journalistes, ceci dit très compétents, qui nous font part de cet exode qui semblerait donc toucher les villes. Alors, ce qu'il faut dire sur ce sujet, et bien sûr, ça a un impact économique sur la ville, etc. Alors, ce qu'il faut dire sur ce sujet, c'est que déjà, ça fait 30 ans que le solde migratoire des territoires ruraux non périurbains, donc des espaces ruraux, à l'époque on appelait ça des espaces ruraux isolés, isolés de l'influence urbaine, donc des espaces ruraux plutôt reculés, ça fait 30 ans que les soldes migratoires sont positifs, et pour une large partie d'entre eux, ça fait plusieurs décennies que la population augmente. Donc, ce solde migratoire des villes, enfin, cette migration des villes vers les campagnes, elle n'est vraiment pas nouvelle et elle explique une partie du renouveau rural en France. Alors, soit en effet, cette dynamique se poursuit et s'accélère, et dans ce cas-là, il pourrait y avoir des phénomènes de gentrification rurale accélérés, tels qu'on les connaît déjà, mais qui s'accélèrent, parce que ce télétravail dont on nous parle tant, aujourd'hui, il est quand même surtout possible pour une certaine catégorie socio-professionnelle, pour certains ménages à fort capital social et culturel, qui ont la possibilité aussi d'acheter et d'investir des maisons dans les espaces ruraux. Mais cette dynamique, elle peut aussi gagner les villes moyennes. Ça, je trouve que c'est assez intéressant, ça serait assez nouveau et ça permettrait cette fois-ci de reconnecter, si vous voulez, lieu de vie, lieu de résidence, lieu de travail, et pas forcément d'être en format que télétravail. Soit cette dynamique vient renforcer des métropoles de province qui sont déjà très saturées pour certaines d'elles, donc ça ne fait que repousser le problème de l'Île-de-France vers les métropoles de région. Soit cette dynamique, et ça serait ça finalement le vrai changement, mais là on en parle beaucoup moins, ce n'est pas vraiment de ce type de profil dont on nous parle dans les papiers sur l'exode urbain, mais soit cette dynamique s'étend à des travailleurs moins qualifiés, des métiers plus ordinaires de façon tout à fait positive, ces travailleurs essentiels dont on a beaucoup parlé depuis la crise, et à ce compte-là, qu'on n'est pas sur les mêmes budgets, parce qu'on n'est pas sur les mêmes dynamiques résidentielles, cela pourrait profiter aux espaces que je vous ai signalés comme étant les espaces fragiles, les espaces sur lesquels, à mon avis, il faut avoir une vigilance et une inquiétude très forte, qui ont été donc justement ces laissés pour compte un petit peu de la métropolisation d'une part, et de la dynamique résidentielle et touristique d'autre part, qui a bénéficié à des territoires non métropolitains, mais très attractifs. Donc là, il pourrait y avoir en effet une réelle nouveauté, et donc un rééquilibrage peut-être des forces économiques du pays. Résultats et perspectives pour les mois à venir, moi je vais évidemment continuer à travailler là-dessus. Les grands changements dans les mois à venir, c'est que nous aurons les bases de données de 2020 que nous n'avons pas aujourd'hui, donc on pourra affiner cet impact de la crise dans les territoires. Et pour finir, le dernier point qui nous était demandé, c'est de voir quels sont les changements induits par la crise sur le domaine étudié, donc les dynamiques économiques des territoires. Alors moi, je pense que tout ce que l'on a pu vivre depuis 30 ans sur cette métropolisation de l'espace atteint très clairement ses limites. Et donc, on doit changer nos cadres d'analyse, nos cadres d'action aussi, et nos outils d'observation, parce que je pense qu'on assiste en effet à peut-être la fin, en tout cas une forte crise de ce modèle métropolitain au sens du modèle de métropolisation, c'est-à-dire ce processus de concentration des activités productives, des richesses de certains types de travailleurs dans les grandes villes du monde. Ce n'est pas quelque chose qui est français, c'est bien sûr quelque chose qui est international. Donc ça, moi, je pense que la métropolisation, comme conséquence spatiale de la globalisation, atteint très clairement ses limites. Cette métropolisation, elle est basée sur une hypertrophie des flux, une mobilité évidemment effrénée, et des flux internationaux qui n'ont fait que s'accroître. Elle génère et repose sur une hyper-spécialisation des espaces, spécialisation sociale et économique. C'est pour ça qu'on parle de fracture, parce qu'il y a ces spécialisations très fortes de territoires
qui sont devenus soit des hauts lieux d'eux, soit des lieux de production, soit des lieux de vie, soit des lieux pour des retraités, etc. Et puis, bien sûr, il y a toutes les conséquences environnementales désastreuses qui sont aujourd'hui non entendables, y compris, je veux dire, comme vrai débat de société. Alors, juste pour préciser un peu pourquoi, pareil, avec depuis ma discipline et mes travaux, pourquoi la métropolisation s'effrite? Parce qu'elle repose au moins, on pourra en mettre plus, mais au moins sur 5 piliers. Et ces 5 piliers, aujourd'hui, sont en train de s'effondrer. Ce n'est pas le grand effondrement à la collapsologie, mais vous allez voir, ils sont vraiment très fortement reconsidérés. Ces 5 piliers, c'est d'abord le fait que notre stratégie de développement économique est toujours focalisée sur les exportations, la compétitivité, les échanges internationaux, la capacité à toujours attirer plus. C'est ça notre stratégie économique au niveau national, mais aussi au niveau local. Tout ce que l'on dit sur la relocalisation industrielle, tout ce que l'on a dit sur l'économie essentielle qu'il faudrait mieux valoriser, le télétravail qui change la donne évidemment dans notre rapport à l'espace, des mobilités qui risquent d'être beaucoup plus contraintes à l'avenir, et puis la nécessité, l'évidence de l'urgence environnementale qui change évidemment complètement notre contexte. Bon, merci beaucoup Magali, parce que tu as fait finalement une excellente introduction à mon propos, mais je ne vais probablement pas répondre à la nombreuses questions que tu as évoquées. Ce que je vais vous proposer, c'est une recherche engagée, on pourrait dire en cours, mais qui est un peu ralentie par la pression de travail exercée par les responsabilités pédagogiques et autres engagements de recherche. Donc, sur quoi quel est l'objet? L'objet, c'est évidemment de s'intéresser aux adaptations des organisations industrielles et logistiques. Je reste dans mon rayon, le rayon de l'école où j'enseigne et puis du public principal avec lequel je travaille, les élèves ingénieurs en génie industriel. Et l'objectif était de comprendre évidemment les adaptations à la crise de ces activités. Donc, on ne va pas parler des entreprises en général et en particulier, on ne parlera pas d'activités qui sont interdites, celles qui ont été directement rendues, supprimées par les décisions gouvernementales. Donc, cette recherche, elle est aussi assez modeste sur le plan empirique, puisqu'en fait, je me suis essentiellement appuyé sur des journaux de bord d'apprentis et de stagiaires de la formation continue. Enfin, au total, ça fait quand même une quarantaine de journaux de bord, de gens qui étaient immergés dans les entreprises, donc dans la période de mars à mars à mai 2020. Et depuis, évidemment, je n'ai pas bénéficié de terrain aussi fin sur la période qui suit. Des entretiens, une dizaine d'entretiens avec des cadres, et puis un atelier de 4 dirigeants d'une heure à peu près, qui a permis aussi de discuter, d'approfondir quelques points. Voilà, donc là aussi, en termes de public, vous voyez, c'est des apprentis et stagiaires de la formation continue. Donc, ce sont souvent des gens qui ont des positions de techniciens, un peu intermédiaires dans l'organisation entre monde des opérateurs et monde des ingénieurs. Donc, là aussi, c'est très partiel comme matériau. Le monde industriel et logistique, si on peut le caractériser très rapidement, il a été confronté à une poursuite d'activité au moment du premier confinement. Il s'est assez peu arrêté, en tout cas pas sur des périodes très longues. Donc très très vite, il a fallu réinventer de façon de s'organiser, de travailler avec des mesures qui étaient à l'époque assez strictes, on en reparlera. Très peu de relations avec le public, donc il n'y a pas cette problématique-là qui apparaît dominante, qu'on va retrouver dans les commerces, par exemple, puis évidemment dans l'enseignement pour nous aujourd'hui. Et par contre, c'est aussi une activité qui a une dimension matérielle importante et donc pas toujours propice au télétravail. Enfin, on verra en tout cas qu'il y a des enjeux justement très intéressants dans ces organisations d'articulation entre les tâches et les activités matérielles, physiques, et puis les activités qui peuvent être plus intellectuelles et du coup plus gérables en télétravail, et comment se coordonnent ces deux mondes qui finalement se retrouvent un peu séparés
par les mesures prises par les entreprises. Voilà. Donc, évidemment, l'exploitation est un peu incomplète du matériau et donc devrait s'améliorer dans les mois à venir. J'essaye de relancer un travail d'enquête en m'associant avec un petit cabinet conseil qui a fait un très bon travail sur le télétravail et donc qui voulait bien se prêter à une démarche d'enquête avec moi, mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu balbutiant. Alors, vous pouvez bien sûr imaginer que la crise a créé tout un ensemble de perturbations exogènes et finalement, l'analyse organisationnelle, l'intérêt, c'est de voir comment ces perturbations exogènes elles se propagent à l'intérieur des organisations. Donc, il y a des propagations qui sont un peu quasi mécaniques et puis on peut dire dans ces propagations de ces perturbations exogènes, il y a des choses qui renvoient à des décisions ou à des domaines à des mécanismes qui sont peut-être un peu moins déterministes, on pourrait dire, moins évidents, moins immédiats et qui renvoient plus à la façon dont les membres des organisations s'adaptent. Donc, du coup, voilà, capacité d'adaptation. Alors, si ces perturbations, je pense que vous les avez toutes en tête, les exigences sanitaires sur les lieux de travail, les problématiques d'indisponibilité dans la première période de confinement qui ont été très fortes, évidemment les choix politiques d'encouragement au télétravail, où en gros, on voit bien dans nos activités combien notre mobilité physique a été remplacée par la communication numérique, donc c'est le cas aussi beaucoup dans les entreprises, ça a pas mal d'effets, on en parlera. Ensuite, évidemment, toutes les décisions politiques d'interdiction d'activité entraînent des pertes d'activité pour toute la chaîne de sous-traitance, d'approvisionnement qui peut être en amont. Un petit exemple assez simple, c'est l'emballage pour les produits agricoles, puisque vous savez que quand les restaurants étaient ouverts, restaurants d'entreprise, restauration collective, puis restaurants tout court étaient ouverts, on n'emballe pas de la même façon les produits agricoles pour les restaurateurs et pour les consommateurs et donc finaux. Et donc derrière, c'est toute la chaîne de logistique qui est modifiée. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail évidemment sur les chaînes logistiques complètement nouvelles, les questions de masques, les questions de médicaments, etc., qui sont un peu hors du scope d'analyse, mais qui ont été très fortement médiatisés. Donc, je vais pas forcément évoquer ce point-là. Voilà, dernier point, évidemment, qui sont gros facteurs de perturbation, mais qui est plutôt un facteur d'incertitude, c'est les risques de récession. Et on verra qu'une partie des choix des entreprises en matière d'organisation, c'est aussi s'adapter potentiellement à ces risques de récession. Alors, comment aborder tout ça sur le plan scientifique? Eh bien, ça pose évidemment des questions sur comment des acteurs en organisation interprètent ces situations exceptionnelles, perturbées, nouvelles, inattendues, dans l'urgence. Donc, les capacités de donner du sens, donner une signification à tous ces facteurs de perturbation, arriver à aussi les réinscrire et les retraduire dans un espace, dans une organisation de travail, par exemple. Et puis, deuxième clé de lecture que je vais évoquer juste derrière, c'est la question des relations de dépendance et de coopération. Quand vous avez des perturbations très fortes de ce type-là, les organisations classiques, les routines classiques sont invalides et il faut les remplacer par… on va devoir les remplacer finalement par beaucoup d'ajustements et de règles que l'on va devoir réinventer et négocier en situation. Donc, on se retrouve face à des problématiques de coopération qui sont importantes. Je vais en parler quelques mots. Ensuite, évidemment, toutes ces perturbations, là-dedans, il y a il y a une évolution massive et importante vers le numérique, l'usage des outils numériques, la communication numérique. Donc, je donnerai quelques mots sur comment on peut analyser ces évolutions-là dans le cadre industriel. Et puis enfin, dernière clé de lecture, plutôt inspirée par la sociologie du travail, sur les questions identitaires, comment les nouveaux clivages, par exemple, entre les travailleurs sur place, travailleurs à distance, s'affirment et sont gérés à l'intérieur des organisations. Donc, voilà, première clé d'analyse. Donc,
la capacité à interpréter cette situation complètement inattendue qui a été créée par la crise. Donc là, on peut faire appel aux approches pragmatiques et la fameuse théorie d'enquête de Dewey, comment des acteurs désemparés peuvent agir collectivement et construire parfois collectivement une interprétation de la situation et comment ils peuvent explorer des solutions. Alors, je dirais sur la crise, la première grande difficulté a été la capacité à collectivement interpréter les consignes sanitaires dans les situations de travail, être capable de mettre en miroir des exigences comme, par exemple, un objet ne peut être manipulé que par une personne, sinon une autre personne peut être contaminée si l'objet est transféré d'une personne à une autre. Vous imaginez bien que dans une organisation d'ateliers de production ou de travail à la chaîne, même si ce n'est pas forcément extrêmement taylorisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas des temps de cycle qui sont très très courts et juste une opération qui est faite, même si c'est des ateliers de montage où on peut avoir plusieurs opérations successives, il y a bien un moment où l'objet passe d'une main à une autre, et donc évidemment, comment on gère le risque de contamination dans ce contexte-là. Beaucoup de situations de travail, situations de travail collectif aussi, où il fallait travailler en équipe, où se pose la question, là aussi, des risques de contamination potentiels de gens qui travaillent très proches les uns des autres. On l'a vu avec le cas de nos rugbyman, qu'on peut se contaminer facilement quand on est très proches les uns des autres. Bon, on est moins proches dans les usines ou dans des interventions, mais il y a quand même dans le métier du bâtiment ou d'intervention à risque, parfois aussi du travail d'équipe. Donc, il faut réinterpréter, essayer de trouver des modalités, et ça, c'est par l'intermédiaire de négociations, dans des instances de négociation, mais aussi des négociations immédiates à proximité du lieu de travail. Un point qui du coup est immédiatement lié, c'est la question finalement ces activités, si on n'est pas forcément capable de contrôler le risque de contamination ou si le contrôle de façon insatisfaite, est-ce que l'activité est essentielle, est-ce qu'il faut la poursuivre ou l'arrêter. Alors ça, c'est un choix évidemment politique. Dans bien des cas, beaucoup d'activités ont été interdites parce que considérées comme non essentielles, entre guillemets, lors du premier confinement. Mais bon, ça fait des discussions, vous l'avez entendu. Ces discussions-là, elles peuvent aussi avoir lieu à l'intérieur de l'entreprise. Et un exemple très intéressant, c'est la conflictualité autour d'Amazon, où Amazon continue à livrer des produits qu'on pouvait raccrocher ou considérer comme non essentiels, parce que bon, Amazon n'accueille pas du public, donc n'était pas soumis aux mêmes exigences que les magasins. Et donc, évidemment, dans une situation extrêmement conflictuelle avec les syndicats, parce que l'explosion de l'activité d'Amazon avait entraîné une quasi-impossibilité de faire respecter les gestes barrières à l'intérieur du site. Et donc, Amazon a été assigné à limiter son activité aux produits essentiels. Alors, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que ça veut dire que finalement, la question de l'évaluation de l'activité comme essentielle ou non, évidemment étroitement liée à la capacité ou non à appliquer les gestes barrières. Et en fait, cette discussion-là, cette interprétation-là de la règle, de le risque de contamination, il se fait à l'intérieur même donc, des organisations. Autre élément à interpréter, c'est évidemment les risques de récession, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc, beaucoup d'entreprises ont fait des choix massifs de réduction des coûts de main-d'œuvre en arrêtant les contrats avec les prestataires, en ayant un recours au chômage technique dans de nombreuses activités, comme des activités à projet, des activités de long terme. Donc, en fait, c'est une façon de regonfler les marges financières et pour anticiper ou faire face à des baisses significatives de chiffre d'affaires. Donc, ça fait reporter à la fois sur le chômage d'un côté et puis sur l'État de l'autre ces risques-là. Voilà, même si c'est les personnes qui sont ici considérées, toutes ces activités-là pouvaient très bien se poursuivre. C'est-à-dire que c'est des activités de conception
ou des activités de projet à long terme, et elles n'étaient pas en elles-mêmes immédiatement arrêtées par l'arrêt d'autres activités, si vous voulez. Donc, c'est tout à fait contestable, mais ça fait partie donc, voilà, des stratégies. Les entreprises ont calculé et ont joué de façon stratégique pour pouvoir conserver leurs marges. Surtout les grandes entreprises. Voilà, dernier sujet sur la situation actuelle, toujours dans cette capacité à interpréter la situation. La difficulté, évidemment, à anticiper la demande sur le moyen terme. Et on observe là aussi que on a des phénomènes parfois très inattendus de ralentissement des commandes ou la demande en fonction des décisions gouvernementales d'arrêt d'activité. Et du coup, on a en parallèle une sorte de pratique, de culture qui se dégage dans les relations de la chaîne logistique, qui est que finalement, on réduit beaucoup les horizons temporels, c'est-à-dire que tout ce qui est prise de commande enfin, voilà, tout ce qui est gestion des commandes, souvent c'est sur des horizons à plusieurs semaines pour pouvoir organiser la production, etc. Et là, on voit que l'ensemble du système industriel est en train de s'adapter, et je pense que ça s'adaptera durablement finalement à travailler avec des horizons temporels 2 fois plus courts, voire même 4 fois plus courts. Certains passent de 8 semaines à 2 semaines d'horizon temporel. Donc derrière, ça veut dire un appareil de production beaucoup plus flexible, ça veut dire une gestion de la main-d'œuvre aussi beaucoup plus flexible. Bien sûr, et vous imaginez bien que ça se reporte quand même sur des conditions de travail, etc. Donc ça, c'est typiquement aussi une adaptation à la situation de crise. Alors, deuxième clé d'analyse, l'analyse des interdépendances donc dans les relations de dépendance dans les organisations. Un point que je vais aborder rapidement, mais assez intéressant finalement, dans la situation de crise, toute une série d'activités de travail peu qualifiées ont été un petit peu mises sur le devant de la scène parce qu'elles se sont aperçues comme étant à la fois indispensables, mais aussi dont l'exercice de ces activités devenait un peu incertain parce que reposant beaucoup finalement sur la coopération, la disponibilité d'une main-d'œuvre qui n'était pas forcément d'ailleurs à la fois indispensable et en même temps pas forcément toujours incitée ou soutenue dans son activité. Donc, on a pu parler évidemment des caissières de supermarchés, enfin, dans la médiatique. Mais en fait, il faut imaginer que dans le monde industriel et dans le monde logistique, on a tout un ensemble comme ça de personnes clés, qui sont révélées être des personnes clés finalement, alors que dans l'organisation habituelle, fonctionnement habituel, elles sont tellement encadrées finalement par des routines, par des modes opératoires, des systèmes d'information, etc., que leur activité n'est pas visible. Donc, on a cette sorte d'inversion de la pyramide que beaucoup de cadres ont perçu, mais qui était aussi temporaire, puisque finalement, en remettant en place des règles organisationnelles adaptées, eh bien, les organisations ont repris le contrôle aussi de ces tâches. Donc aussi beaucoup de déceptions, évidemment, on n'a pas changé fondamentalement ces rapports d'interdépendance. Voilà, je laisse tomber le deuxième point parce que je n'ai pas bien le temps. Le troisième point que je trouve très intéressant dans cette période, et là, ce qui se prolonge actuellement, c'est la question des infrastructures numériques et du rapport au numérique. Alors, on parle beaucoup de télétravail. Dans le monde industriel, ce rapport au numérique était beaucoup discuté. Il y a beaucoup d'investissements par les entreprises pour augmenter la place des outils numériques dans leur pilotage, dans le fonctionnement des installations, dans le contrôle des installations. Donc, les entreprises font des investissements considérables dans ce domaine. On a des effets en termes en gros, l'activité de travail, le fonctionnement des machines est de plus en plus codé, représenté numériquement, donc ce qui a plein d'avantages en termes de visibilité, d'enregistrement, de contrôle, de pilotage, d'optimisation, etc. Mais finalement, la crise a pu montrer à la fois l'intérêt de cette dynamique-là et en même temps ses risques. Et là, je trouve qu'il y a un point assez intéressant. D'une certaine façon, c'était une expérimentation un peu accélérée d'un côté de plus d'usage du numérique, puisque il était question de gérer à distance, beaucoup, par exemple, de cadres ou de techniciens ne sont pas forcément revenus
dans les usines et donc sont outillés pour pouvoir suivre ou optimiser ou gérer des activités à distance, mais en même temps a mis en évidence les limites de la codification, c'est-à-dire que finalement beaucoup d'activités, y compris des éléments de perturbation créés par la crise, ne sont pas visibles ou ne sont pas reportés par l'intermédiaire de ces outils numériques. Et ce qui finalement conduit ceux qui sont directement confrontés à une certaine forme d'autonomie, puisque leur activité devient moins contrôlable par ceux qui sont les services fonctionnels, par exemple, qui peuvent être plus à distance et qui s'appuient sur ces outils numériques. Donc, en fait, la crise a aussi encouragé à repasser parfois en manuel pour des activités, par exemple, de gestion de flux qui étaient habituellement complètement optimisées par des algorithmes, puisque ont été confrontés à des situations de blocage tout à fait inhabituelles dans les chaînes logistiques. Donc, en gros, on a à la fois plus besoin et on a plus utilisé l'outil numérique pour piloter, et en même temps, l'outil a été davantage fragilisé en fait par ces aléas. Et donc, évidemment, il fallait essayer de rapprocher le plus possible, finalement, la capacité de ces outils numériques à rendre visible l'activité, les rapprocher le plus possible de la réalité de terrain, d'où des investissements, par exemple, de développement informatique accéléré dans certaines entreprises pour pouvoir arriver à retrouver les tableaux de bord représentatifs. Voilà, le dernier point, et je vais terminer par là, qui est aussi intéressant à creuser dans cette situation de crise, c'est évidemment les formes de rivalité professionnelle entre différents groupes professionnels dans ces organisations industrielles, en particulier entre les travailleurs exposés et puis les télétravailleurs confinés. Et ce qui est intéressant et en même temps tragique, c'est que évidemment, cette différenciation exposée et confinée épouse les clivages un peu identitaires et les clivages classiques de l'industrie, col bleu, col blanc, et aussi les clivages qu'on va trouver par exemple dans l'électronique, entre les équipes de saille blanche et puis les autres. On voit beaucoup d'expressions comme chair à canon, premier de corvée, etc., qui témoignent un peu de ces travailleurs exposés. Et en fait, ce n'est pas sans incidence sur les formes de coopération entre ces deux publics dans ces organisations industrielles. Et en parallèle de ça, évidemment, tous les rituels de convivialité qui jouent beaucoup. Je ne sais pas si vous avez l'expérience de visiter des usines, mais on commence toujours par aller serrer la main de tous les gens qui sont dans l'atelier. Quand on rentre dans un atelier, c'est extrêmement... Pour les cadres, ces rituels de convivialité, et pour les techniciens hors atelier, c'est un moyen de signifier l'importance de son interlocuteur, etc. Évidemment, tous ces rituels de convivialité et bien d'autres sont remis en question. Voilà. Dernière analyse qui combine, je dirais, l'approche technique et la dimension identitaire qui a été développée par Babette Pechki, c'est-à-dire que c'est montrer qu'autour des instruments, des outils, on peut avoir les objets matériels, les dispositifs sont parfois des espaces de rivalité entre groupes professionnels. Et effectivement, là, c'est le cas autour des systèmes d'information, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur leur capacité à pouvoir piloter les activités. Voilà, donc je m'arrête là. Pour conclure, donc, autant de pistes qui viennent d'être creusées dans la situation actuelle. Et je laisse la parole aux autres intervenants. Bonjour à tous, donc je suis Amélie Artis, je suis maître de conférence en économie à Sciences Po Grenoble. Et je remercie les organisateurs de ce séminaire parce que je trouve qu'il y a, vous allez le voir, moi je vois déjà une certaine complémentarité entre la présentation de Magali et de Thomas. Merci. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de complémentarité entre ce qu'a proposé Magali et Thomas, et il y a des points qui ont déjà été soulignés sur lesquels je ne reviendrai pas, notamment sur la plasticité et l'intérêt du concept de résilience, que vous verrez, là je vais le prendre au niveau des organisations, et aussi le rappel des perturbations exogènes qui sont liées à la crise, sur lesquelles je ne reviendrai pas non plus. Ces deux points ont été présentés par Magali et Thomas.
Je vais vous présenter une action qui est en cours, qui s'inscrit dans des travaux plus anciens que j'ai menés sur la compréhension du rôle et la contribution des organisations de l'économie sociale, en particulier dans les périodes de crise. J'avais beaucoup travaillé en 2008, notamment sur les banques coopératives, étant donné que c'était mon sujet de thèse. Et aujourd'hui, j'ai fait ce focus-là sur les associations en particulier et partir de l'exemple de la Covid-19 pour après un raisonnement un peu plus généraux. Donc, dans tous les cas, c'est un travail qui est en cours et je vais vous en présenter les différents enjeux pour commencer. Alors, pourquoi s'intéresser aux associations? Comprendre que les associations ont une double dimension. Ce sont des agents économiques qui répondent à des besoins sociaux, qui vont mobiliser du capital et du travail. Et on va voir que une grande partie des associations va être... Amélie? Oui. Est-ce que tu devrais couper ta caméra parce que le son a du mal à passer? Ok. Merci. Arrêtez la vidéo. Ok, ça marche. Oui, donc ce sont des agents économiques qui répondent à des besoins sociaux, donc qui vont associer du capital et du travail, mais ce sont aussi surtout des acteurs politiques et il y a tout un enjeu de compréhension du rôle des associations dans la construction de notre contrat social, en reprenant Rousseau, mais aussi dans la compréhension qu'elles peuvent avoir dans le rôle de construction et accompagnement des politiques publiques. Donc cet objet-là, les associations, de par cette double dimension, est aujourd'hui intéressante dans cet enjeu de crise parce que, comme je vais vous le montrer, qui sont perturbés et qui sont questionnés aujourd'hui. D'une manière plus théorique par rapport à des enjeux scientifiques, l'enjeu est de comprendre vraiment le rôle et la contribution des associations dans les régulations macroéconomiques et dans une approche institutionnaliste. C'est-à-dire que même si à un moment donné, il y a une focale sur un moment T, mon approche est une approche de long terme, donc une approche dans le temps long, qui va essayer de questionner les espaces de confrontation entre différentes formes d'organisation les unes par rapport aux autres. Et à partir de là, ça permet de re-questionner justement comment les régulations macroéconomiques et mésoéconomiques se construisent et sont le résultat d'accords ou de désaccords, de modes de coordination qui sont plus ou moins stabilisés entre les acteurs de ces espaces et qui vont évoluer en fonction de discuter de la diversité institutionnelle des formes d'entreprise et pour ouvrir cette compréhension et mettre en avant que dans l'entreprise, il y a plusieurs idéotypes et que l'association peut constituer un idéal type d'entreprise et de comprendre les relations avec leur milieu institutionnelles et comment elles vont participer à la recherche de compromis stabilisés. Donc voilà sur les enjeux scientifiques. Après, si on revient pour placer et comprendre la place des associations dans la crise, très rapidement, on a aujourd'hui une crise sanitaire, économique et politique. Thomas vous a expliqué vraiment les perturbations exogènes que ça pouvait avoir sur ces acteurs. Pour une compréhension des associations, il est important de bien identifier que cette crise, au-delà de ces enjeux sanitaires, a trois dimensions quotidiennes des associations. D'abord, la question de l'affaiblissement du lien social que génère cette crise, l'augmentation de l'isolement des individus, mais aussi l'augmentation des vulnérabilités de certains groupes sociaux. Cet affaiblissement du lien social et cette augmentation des vulnérabilités est d'autant plus important que les indicateurs économiques sont vraiment dans le rouge, avec une baisse du PIB national, une augmentation du chômage, une hausse de la pauvreté, mais surtout un accroissement des inégalités sociales et une fracturation selon les inégalités sociales des conséquences de la crise. Mais paradoxalement, et il ne faut pas l'oublier, même si nous sommes dans un état d'urgence, nous restons une démocratie et on peut observer un affaiblissement des espaces publics de proximité,
plus personne ne se retrouve autour des ronds-points, si on peut le dire de manière plus directe. Et ça, il me semble que c'est aussi un enjeu aujourd'hui dans la crise actuelle que de comprendre comment ces deux éléments-là, qu'ils soient économiques et sociaux, ont aussi et sont en confrontation avec l'espace politique de manière générale. Ces éléments-là, ces caractéristiques de la crise, qui sont assez paradoxales si on compare par rapport à 2008 où on avait moins d'interrelations entre ces deux espaces, ont aussi des effets directs en lien avec la spécificité des associations. Premièrement, comme je vous disais, l'incapacité à se retrouver va questionner, affaiblir leur rôle d'actrice de lien social et de citoyenneté en tant que telle, et donc d'espace de parole. Ça va avoir un effet direct aussi sur la mise à l'arrêt d'activités économiques. Je n'ai pas mis le mot essentiel pour ne pas me prononcer par rapport à ça, mais on voit bien qu'il y a tout un enjeu sur l'arrêt de ces activités économiques et un affaiblissement de la gouvernance bénévole et donc un affaiblissement de cette capacité à produire du sens, à avoir une gestion décentralisée et citoyenne qui ne soit pas celle de la gouvernance étatique. La recherche que vous voulez présenter est composée de 3 phases. La première phase était plutôt une phase d'identification et de qualification des effets de la crise sur les associations. Pour mener cette phase 1, j'ai beaucoup travaillé à partir des analyses croisées qui étaient déjà faites par les fédérations du mouvement associatif en France et au Québec, c'est-à-dire qu'il y a eu, dès le premier confinement, des enquêtes flash, des sondages qui ont été faits par les réseaux pour mesurer les impacts pratico-pratiques sur l'activité de leurs membres. Et on a aussi réalisé une enquête flash en début septembre pour justement essayer de faire discuter et mettre en parallèle à la fois quel était le ressenti des structures au niveau local et voir si les tendances qu'on observait au niveau national étaient aussi les mêmes avec les tendances qu'on observait au niveau local. La deuxième phase est une phase plus analytique qui va se fonder sur des études de cas qui sont en cours en France et au Québec et qui va être plutôt dans une compréhension des formes de résilience des associations avec un enjeu d'identification des variables explicatives de ces formes de résilience. La troisième phase vise à mieux comprendre de manière globale, comme je vous le disais, le rôle des associations dans notre système économique et social et de prendre pareil une lecture un peu financière de ce rôle-là pour comprendre les ajustements qui sont faits au niveau des associations sur ces périodes-là et de pouvoir les comparer dans le temps et voir si nous avons réellement des changements structuraux qui se mettent en place. Cette recherche, elle est faite en collaboration avec 2 autres enseignants-chercheurs d'HEC Montréal et 2 enseignants-chercheurs de l'Université de Reims. L'idée étant de pouvoir croiser des regards différents par rapport à ça. Donc, je vais revenir un petit peu sur la chronologie. Alors, de manière très, très simple, j'ai voulu reprendre les grandes décisions gouvernementales entre les temps de confinement, déconfinement, mise en place de protocoles sanitaires ou de couvre-feu et d'essayer de faire le parallèle direct avec les effets sur le monde associatif. Premièrement, si on regarde l'activité, la première chose que je voulais rappeler, et c'est typiquement par rapport à l'exemple qui a été présenté avant, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde associatif, il y a encore des fermetures administratives, des arrêts d'activité pour 4 secteurs en particulier, la culture, le sport, l'éducation populaire et l'animation. Donc, on a réellement des associations qui ont dû fermer, interdiction d'accueillir du public et qui ont dû arrêter leurs activités. Je vous rappelle que le monde culturel et la réalisation de nombreux événements culturels reposent sur des dynamiques associatives assez importantes, que le monde du sport, quand il n'est pas dans des équipes nationales ou dans des clubs sponsorisé ou mis en bourse est principalement porté par le monde associatif, notamment dans sa dimension amateur. Et donc, ça en fait des vrais piliers de ces activités-là. Donc, ces activités-là sont complètement en suspens. Si on regarde d'autres activités qui sont paradoxales dans le monde associatif et qui constituent
une dimension importante du monde associatif en termes de budget et en termes d'effectifs salariés, c'est bien sûr le médico-social et tout ce qui est l'urgence. Nous avons eu une fermeture de ces activités, notamment au tout début du premier confinement, mais très vite, presque même avant la fin du déconfinement, très vite, il y a eu une reprise de ces activités dans le médico-social, dans l'urgence. Et il y a eu même, on peut le voir, une augmentation des activités. Quand on discute avec certaines associations, notamment, je pense au service à la personne, des dirigeants d'associations nous racontent que ce sont les seuls à intervenir dans les familles, dans l'habitat des familles, alors que dans certaines périodes du confinement, même les services publics, les agents publics n'y allaient pas, alors qu'eux étaient encore, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, au front. Donc ça ferait une vraie inégalité des effets par rapport au monde associatif, mais qui soulève aussi cette diversité du monde associatif. Si après on revient sur les premières observations qui ont été liées aux enquêtes flash qui ont été réalisées lors du premier confinement, on est surtout sur des dimensions quantitatives liées au premier confinement. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des tendances liées au bénévolat avec paradoxalement des liens qui se sont maintenus souvent par juste de l'information, mais aussi on a observé qu'une partie du bénévolat a été mise de côté. Grosso modo, c'est tous nos bénévoles de plus de 70 ans qui ont été protégés. Et à l'inverse, une augmentation du bénévolat des moins de 25 ans et une digitalisation du bénévolat avec le nouveau concept de télébénévolat. Sur le fonctionnement courant, comme je vous disais, il y a eu très peu d'associations qui ont pu fonctionner normalement, mais elles ont toutes mis en place des outils numériques pour accompagner le télétravail et accompagner aussi la digitalisation de leurs activités. Il y a eu le recours, bien sûr, du chômage partiel. Donc, ça vient à un troisième point sur la mobilisation des aides publiques. Très peu d'associations ont mobilisé les aides financières. Elles ont surtout, parmi les associations les plus employeuses, eu recours au chômage partiel. Mais sinon, il y a quand même peu d'utilisation de fonds de solidarité ou du PGE, du prêt garanti d'État. Donc, on voit bien qu'elles sont en décalage par rapport à ce discours très économiciste, ou du moins les actions mises en place par le ministère des Finances à destination des entreprises de manière large. Elles connaissent toutes des difficultés économiques qui est liée à l'arrêt strict de leur activité, et nous reviendrons là-dessus. Et on remarque aussi que l'incapacité à pouvoir mener les activités et se regrouper a fait que leurs relations partenariales, même sur le territoire, se sont affaiblies du fait de l'incapacité à pouvoir se retrouver. Donc, on voit bien ce premier confinement qui a des effets stricts sur les associations. Si on regarde aujourd'hui de manière un peu plus longue, c'est-à-dire en prenant en compte les données du premier confinement, puis du deuxième et du couvre-feu sur cette année-là, et si on prend sur les 3 piliers qui caractérisent une complexité entre des associations qui sont touchées par un arrêt forcé, d'autres qui sont en croissance, notamment sur les services à la personne, ou d'autres qui vont être complètement dans l'adaptation pour repenser leurs interventions. On voit qu'il émerge de nouveaux besoins et une capacité d'adaptation et de flexibilisation des associations pour essayer de répondre à ces nouveaux besoins. Si je prends l'exemple d'une association qui s'appelle typiquement les Cultures du Cœur, qui est une association qui doit favoriser l'accès à la culture pour les personnes en situation de précarité, voire les personnes à la rue, et ben, ils ont monté tout un enjeu de visite plutôt en milieu ouvert, ou du moins à l'extérieur, ou d'accompagnement à l'utilisation digitale des ressources qui existaient pour garder un lien avec la culture. Et donc, on voit une accélération de la digitalisation. Sur la question gouvernance, qui est quand même le pilier du monde associatif, il y a aussi plusieurs éléments, plusieurs tendances qui ressortent. D'une part, on a eu une forte mobilisation des administrateurs dès le printemps. Les administrateurs, pour rappel, sont ceux qui ont un mandat électif et une responsabilité et des responsabilités importantes dans les associations et qui vont accompagner, encadrer, soutenir les équipes salariées. Donc, ce n'est pas tous les adhérents, mais bien une minorité d'adhérents qui ont des responsabilités et des compétences particulières. Et eux, ils sont vraiment là en soutien
aux directions salariales. On observe qu'il y a de plus en plus de nouveaux bénévoles. Ce sont des bénévoles jeunes, plutôt occasionnels. Je vous invite à lire un des derniers articles qui a été publié dans France Info, qui justement raconte 10 portraits de ces nouveaux bénévoles, et vous verrez, ils ont tous moins de 50 ans. Et paradoxalement, on a une perte du lien avec un petit peu cet autre espace intermédiaire entre le premier cercle d'administrateurs et le dernier cercle de bénévoles occasionnels, où il y a eu une perte de lien avec ses adhérents. On observe que la gouvernance aussi a été de plus en plus digitalisée, et ça peut entraîner beaucoup de questionnements quant à la capacité à participer à la décision quand on est derrière un écran et qu'au grosso modo, nos administrateurs ont plus de 60 ans, ce n'est pas toujours évident. Sur la question des aides, il y a vraiment 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Premièrement, c'est sur une forte hétérogénéité dans l'adaptation des mesures nationales, où vous avez des associations qui ont fait du chômage partiel, beaucoup, mais certaines ont eu maintien de salaire, d'autres pas. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'il y a une vraie hétérogénéité, et ça nous permet de montrer dans quelle mesure les projets politiques de ces associations sont réactivés dans ces moments de crise. Et deuxièmement, les associations ont ce qu'on appelle un modèle hybride, c'est-à-dire qu'elles ont des revenus marchands et des revenus non marchands. Ce qu'on observe avec la fermeture des activités, on observe une certaine stabilité dans les revenus marchands, mais une stabilité des revenus non marchands, qui était liée à des subventions parce que les acteurs publics ont maintenu leurs subventions, et une dégringolade des activités non marchandes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis obligée de vous déplacer. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a pu identifier des variables permettant de faire une typologie des associations et des effets qu'il va y avoir sur la crise, ces variables étant liées à l'activité, à la taille du budget, à la taille des effectifs salariés, au profil des administrateurs et donc à cette dimension du projet politique, mais aussi aux expériences passées. Ces éléments-là nous permettent de comprendre aussi des facteurs de résilience organisationnelle des associations. Nous en avons identifié 5. Le premier, c'est la composition des ressources financières. Cette hybridation entre ressources marchandes et non marchandes va être pour les associations et surtout dans la manière dont elles vont se saisir. Le deuxième élément qu'on a observé comme facteur expliqué, l'association dans lequel les collectifs de travail étaient stabilisés, stables, dans lesquels il n'y avait pas forcément de turnover, dans lesquels les gens connaissaient leur métier, sont aussi un facteur favorable à la résilience. On a vu aussi des différences entre des organisations qui étaient en capacité au changement, qui avaient l'habitude de se questionner, de se transformer et qui avaient les ressources internes par rapport à ça, donc plutôt sur des profils de développeurs qui pouvaient être plus facilement flexibles par rapport à des organisations beaucoup plus bureaucratiques ou beaucoup plus administratives dans leur fonctionnement. On a vu aussi que les relations partenariales, quand elles arrivaient à être maintenues, permettaient justement d'avoir accès à de l'expertise, à du soutien et à de la mutualisation. Et enfin, l'ancrage territorial, ce retour au territoire, comme a parlé Magali au départ, a été aussi un critère important parce que ça a permis aux associations de mobiliser des ressources latentes qu'elles n'avaient pas mobilisées auparavant. Donc, on voit bien, l'idée, c'est d'essayer justement d'avoir une ébauche d'une grille d'analyse macroéconomique et mésoéconomique qui permettent de comprendre les interactions entre les espaces internes et les espaces externes dans les associations. Je ne sais pas si vous voyez très bien mon schéma, mais si on prend la crise du Covid, qui est un élément macroéconomique et externe, a eu typiquement des effets directs, et on peut en prendre un qui va être le télébénévolat, c'est-à-dire en interne et niveau méso comme microéconomique, l'association a été obligée de se transformer par rapport à ça. Et le télébénévolat a aussi des effets aussi par rapport à la question de la réduction de la fracture numérique. Le télébénévolat et la digitalisation qu'on a eue dans les associations a permis à une population qui n'était pas des utilisateurs réguliers de développer des compétences et une appropriation du numérique à part entière. En termes de perspective, on voit bien que la phase 1 nous donne quelques observations
mais nous donne aussi quelques éléments de prospective, notamment une augmentation de la demande d'emploi, de services du fait des effets dominos de la crise, et des incertitudes aussi sur le financement et le soutien par rapport à ce secteur-là. Il y a eu bien un maintien en 2020, mais on attend, les experts attendent l'effet boomerang en 2021 et 2022. Sur la deuxième phase, sur les études de cas, on est en train de continuer à avancer pour essayer de discuter les relations. Et comme je vous l'ai dit, il y a un enjeu de comparaison avec le Québec pour questionner ces capacités et cette résilience organisationnelle en fonction des contextes institutionnels. Et enfin, la troisième phase aura pour enjeu de remettre ces résultats-là dans le temps long et de pouvoir faire discuter ces résultats avec d'autres résultats qu'on a eus à d'autres temps historiques de crise, notamment la crise 2008, mais aussi d'autres exemples dans l'histoire, notamment des crises au début du siècle. Donc, pour conclure, on voit bien que par rapport aux associations, les effets de la crise sont assez similaires avec le reste de l'économie. On observe notamment, et c'est moi qui le qualifie d'assourdissant, le silence des associations par rapport à leur rôle politique. Et en même temps, on a des situations sociales de plus en plus assez inégales et fractionnées dans sa capacité à répondre à ce monde-là. Néanmoins, on a des enjeux en termes de prospective avec des tendances contradictoires, c'est-à-dire que dans ce confinement, il y a eu des nouvelles pratiques de production, de consommation, de travail. Beaucoup de gens veulent se réorienter, mais quelle est vraiment la durabilité de ces associations et comment celles-ci vont être ou pas prises en charge par le monde associatif. Mais enfin, surtout, ce qui me semble le plus important et là où j'espère pouvoir approfondir au maximum mes résultats, c'est sur les relations d'interdépendance entre ces espaces mésoéconomiques qui sont différenciés pour essayer de sortir de l'approche souvent qu'on a par rapport au monde associatif, qui est soit une béquille en période de crise, soit un autre autrement, une utopie, un monde d'après. L'enjeu étant plutôt de montrer comment dans ces espaces mésoéconomiques en discussion les unes par rapport aux autres, il y a la recherche de nouveaux compromis, de nouvelles pratiques, de nouvelles routines en vue de sortir et de répondre aux nouveaux besoins qui existent. Je vous remercie.